des cieux maudits. Les démons des puissances de la ruine avaient contemplé les nouvelles armées de Sigmar avec mépris, confusion et appréhension, car leur nouvel ennemi semblait posséder une sorte d'immortalité. Nul ne leur prêta plus d'attention que le démon Be'lakor, le maître ténébreux, et ses ennemis jurés, les Séraphons. Les Séraphons, cette race saurienne préhistorique vouée à lutter contre le chaos sous toutes ses formes, combattaient non seulement à travers les royaumes, mais aussi dans une dizaine d'autres théâtres de guerre encore plus étranges. Leur invasion de la Tour d'Argent, l'une des citadelles du vide soumise à Archaon, provoqua une onde d'énergie anarchique à travers toutes les portes de royaumes connectées à cette tour surnaturelle. Après avoir assisté à ce spectacle depuis son antre d'Ulgu, Be'lakor saisit sa chance, car de nombreuses portes de royaumes avaient été revendiquées par Sigmar depuis le premier assaut et ses hostes de l'orage. Tout d'abord, Be'lakor chercha à s'allier avec les Antenuis, car il avait été impressionné par leur vitesse et leur puissance quand il les avait affrontés pour défendre le Varanspire. En noyant la cité spectrale de Dolorum, de démons assez nombreux pour survivre à ses défenses, il força la mortarque Lady Holinder à s'allier avec lui. Après tout, raisonnait Be'lakor, ils avaient un ennemi commun en Sigmar, et tous deux désiraient voir les terres affligées de désespoir. En outre, ces processions de morts-vivants a masqué ses intentions avant qu'il puisse atteindre son véritable objectif. À Shamon, plusieurs villes et cités tombèrent sous les coups bien planifiés de Be'lakor. C'était là où le vent charrie librement le changement, qu'il comptait mettre en œuvre son effroyable plan et que les portes de royaumes endommagées par la destruction de la Tour d'Argent rendaient les cités de l'ordre plus vulnérables. La symphonie de carnage atteignit son crescendo dans la cité en ruine de Prosperia, qui abritait la célèbre porte d'or blanc. Là, un host de démons unis par la marque d'ombre de Be'lakor se frayait un chemin jusqu'aux régions fortifiées de Prosperia. Les défenseurs de la cité ripostèrent farouchement, appuyés par des marchands caradrons, un détachement Vindicarum et des centaines de soldats de la Guilde franche. Mais les Antenuis d'Olinder envahirent la cité partout où la défense s'étiolait. L'horreur de l'invasion se mua en débâcle. L'intervention de la confrérie de Sigmar, un host illustre d'Éternel de l'Orage qui s'abattit depuis Azir, permit de tenir la ligne et l'espace d'un temps, les défenses reprirent espoir. Olinder esquissa un rictus tandis que ses ennemis vieillissaient et tombaient en poussière tout autour d'elle, car elle savait ce qui était sur le point de se produire. Dans une terrible explosion, la porte d'or blanc vomit une vague d'énergie meurtrière sur ses défenseurs. Les plus furtifs des agents de Be'lakor, un groupe de Skaven des clans Eshin, avaient infiltré la citadelle d'un invocateur cachetique et fait exploser une bombe de malpierre, neutralisant les portes de royaumes endommagées qui y étaient liées. Les plus grandes d'entre elles, celles situées au cœur de Prosperia, vomirent une énergie noire qui se leva jusqu'aux cieux. C'était de la corruption pure, façonnée en une terrible affliction par Be'lakor, car là-bas, et au-dessus d'une dizaine de portes de royaumes brisées, le lien entre le royaume terrestre et le Haut-Azir était tranché. Les Éternels de l'Orage qui tombèrent lors de la défense de Prosperia ne se dématérialisèrent pas en courant d'énergie ascendant regagnant Azir pour y être métamorphosés. Ils se retrouvèrent à hurler parmi les cieux pourpres et en tant d'esprits de foudre.
À leur grande horreur et à la stupéfaction de ceux qui continuaient de combattre, il n'y avait aucune issue. Ce fut dans cette nouvelle réalité cauchemardesque que Be'lakor descendit, l'araignée noire revendiquant sa proie alors que les fils de sa toile se raidissaient horriblement. Le siège se mua en massacre, et la cité fut rasée. Pire, la confrérie de Sigmar fut anéantie. Un peu plus tôt dans l'année, lors d'un affrontement apocalyptique entre les Séraphons, les Éternels de l'Orage et leurs ennemis mutuels les Légions du Chaos, le seigneur célestin Gardus avait vu ses alliés sauriens abandonner le combat sans explication. Même si l'indéchiffrable seigneur Slan Croak demeurait silencieux quand Gardus l'interrogea à ce sujet, Gardus eut d'intenses visions de Vindicarum à feu et à sang. La cité volcanique de la croix spirale à Chamon allait être la cible de la prochaine invasion de Be'lakor. Le maître ténébreux comptait voir la cité brûler, car elle était la plus fidèle des grandes capitales de Sigmar, et sa destruction scellerait sa position en tant qu'élu éternel à la place de son rival, Archaon. Au final, la vision de Gardus vit les chevaliers sanctifiés renforcer les Vindicariens assiégés, au moment même où la horde démoniaque brisait les fortifications du col de fer aux abords de Vindicarum. Eux aussi payèrent un lourd tribut sous des cieux pourpres, car la malédiction de Be'lakor s'était répandue à travers la voûte de Chamon comme de l'encre écarlate sur une toile de maître. Alors que les combats s'intensifiaient et que la garnison de vengeurs célestes de la cité se relevait, plus intéressée par un massacre que par la défense de la ville, Gardus en vint à penser qu'il avait condamné ses camarades à la mort sans raison valable. Sans l'intervention d'une aéroflotte de Magna Caradron, la cité serait tombée. Et si les amiraux de Gherdrad n'avaient pas décidé d'intervenir à une faible majorité, Gardus et son hoste de l'orage auraient été décimés. Plutôt que la loyauté et la foi, ce fut surtout l'attrait du profit qui poussa les armadas Caradron à converger sur la cité pour faire pleuvoir un véritable déluge d'engins explosifs sur la horde démoniaque. Ils étaient appuyés par des pyrotueurs déterminés à se venger, car les farouches adeptes de Grimnir avaient eux aussi souffert sous les griffes du démon. Pris entre la fureur des Duardins, la suprématie aérienne des Magna Caradron et la redoutable enclume des Éternels de l'Orage, les démons furent forcés de se retirer. L'on murmure que Be'lakor aurait abandonné son assaut contre la flotte Caradron lorsqu'il se retrouva face à un vénérable Duardin à la barbe blanche dont les yeux brûlaient comme la lueur des feux d'une forge. Peu de Magna se rendirent compte que ce même Duardin fut non seulement à l'origine de l'alliance des Caradron et des pyrotueurs, mais également du vote du conseil de Gheldrad, qui les vit se rendre à Vindicarum. Et seule une poignée d'entre eux se doutaient de la véritable identité de ce guerrier. Grugny, le grand démiurge, revenu unir son peuple. L'Eldenhammer compte nous châtier. 5 siècles après avoir fui comme un chiot devant un seigneur de guerre mortel arrogant. Et quel est son grand plan ? Nous frapper avec ses immortels rafistolés, puis opprimer son peuple au point de devenir lui-même un tyran ? Oh, je me souviens bien de lui, Lunberogen, un barbare miteux avec une couronne trop grande pour lui. C'est une bonne chose que je sois celui qui effilochera la tapisserie bâclée de ses œuvres. Quelle délicieuse ironie que l'éternité qu'il prétend pouvoir conférer puisse être soufflée par les puissances qu'elle est censée contrer. À travers moi, le chaos régnera et le faux dieu Sigmar se prosternera devant moi. Citation de Be'lakor, le maître ténébreux. L'ère de la bête.
Le tonnerre de gouffres qui s'effondrait gronda à travers les contrées de Gour lorsqu'un dieu préhistorique se réveilla. Cranios, le glas des empires, était venu, accompagné de hordes infinies de peaux vertes. Une guerre opposant la force brute à la civilisation avait commencé. D'abord à Excelsis, puis dans l'ensemble des royaumes. Les dieux elfes avaient repoussé la vague de mort de toute leur force. À Giran, Alariel ajouta un nouvel accord de magie revitalisante à la musique des sphères, ses émissaires la portant dans chaque royaume. Les hommes bêtes, ces enfants du chaos qui s'opposaient à l'ordre sous toutes ses formes, s'efforcèrent de l'arrêter. Mais les Sylvanettes combattirent avec tout autant de vigueur pour les repousser. Bien que la déesse en paya le prix fort, son sort porta ses fruits. La magie de la vie se répandit dans les royaumes antithétiques, aux énergies de Shiish du règne de Nagash. Prises entre ces forces antagonistes, les pierres convulsèrent, et des entités anciennes comme nouvelles se déchaînèrent sur les mondes des hommes. Au tréfonds du pic Bicorne, la plus grande montagne de Gour à l'exception du Beastgrave, la prison d'un dieu fut enfin brisée. Cranios jaillit de la sphère de magie où le seigneur Slan Croak et son peuple Drac de Gour l'avaient emprisonné, et se fraya un chemin jusqu'à la lumière, dans un rugissement de triomphe. Son premier instinct fut de regagner sa terre natale, le continent appelé Donze. Mais il s'aperçut que son peuple avait disparu et que son royaume avait été dévoré par Tondia. Cranios entra dans une rage apocalyptique. Considérant les spires étincelantes d'Excelsis à l'horizon comme un affront à sa puissance, il se rendit vers le nord avec une détermination meurtrière. Des centaines de milliers de peaux vertes suivirent le sillage de Cranios, l'effectif de sa horde grandissant à chaque victoire. En chemin, pour Excelsis, il rallia non seulement des clans de méga-gargants, mais affronta le légendaire Gordrak. Sans l'intervention du Skragot, du Lune-Clan, le point de Gork serait mort ce jour-là. En l'occurrence, ce duel et l'alliance qui s'ensuivit virent l'effectif de la Wahag se renforcer davantage. Excelsis, qui se remettait à peine d'une invasion tsichienne et de l'ascension des Skaven qui s'était ensuivie, n'était pas préparé à un nouveau désastre. L'invasion du chaos avait provoqué l'apparition d'un culte fanatique qui considérait la magie comme maléfique, une fraternité dont les éléments les plus extrêmes avaient enlevé ou assassiné de nombreux pratiquants des arts occultes. Cependant, ce puritanisme n'était qu'une nouvelle forme de ténèbres. Nul ne soupçonnait que cette organisation était la façade d'un culte de Slaanesh qui enlevait et sacrifiait des elfes à une puissance cachée, démoniaque. Nul, sauf Galen Vendenst et sa fille Doralia, des agents de l'ordre d'Azir. À la cour du haut conjureur, une salle de bal bordée de miroirs et de faux puritains avaient confisqué à la population, les chasseurs de sorcières tuèrent les chefs du culte. Ce faisant, ils éliminèrent la pourriture qui rongeait Excelsis de l'intérieur. Ils ne purent cependant pas empêcher les véritables maîtres du haut conjureur, Sinessa et Dexessa, la voix de Slaanesh, des démons jumeaux, nés de l'apothéose de Morathi quelques mois auparavant, émerger de cette même salle des miroirs vers la réalité. Les Vendenst furent forcés de fuir, tandis que les nobles quartiers d'Excelsis succombaient à l'irrésistible allure de leur nouveau maître Slaaneshi. À l'extérieur de la cité, un siège impitoyable se déroulait. Alors que les défenseurs chevaliers Excessior
était accaparé par la guerre contre un soulèvement de Skaven et la menace Slaneshi qui la manœuvrait, les murs de la cité furent réduits en poussière par Kranios et ses méga-gargants. Et les mercenaires Ogor qui avaient loué leur service à la défense de la cité se rebellèrent au dernier moment. Le salut d'Excelsis vint des plus inattendus des alliés. Le seigneur Croak, un véritable Slann momifié qui avait contribué à l'emprisonnement de Kranios, et la reine de l'ombre Morathi. La déesse mena son culte d'adeptes de Khaine, ainsi que les fléaux flibustiers dont l'Armada avait porté ses forces au combat, dans une guerre sanglante au milieu des rues, où ces agiles guerriers avaient l'avantage contre les adeptes Orruk de Kranios, qui, bien que portés par un formidable élan, se retrouvèrent éparpillés par l'agencement tentaculaire d'Excelsis. À l'apogée de la bataille, Morathi mit Sinessa et Dexessa en déroute au moment même où le seigneur Croak ouvrait un portail à travers lequel Kranios plongea volontairement, car il voyait de l'autre côté une nouvelle cité pleine d'ennemis à anéantir. Par la suite, Morathi dut répondre de son annexion d'Andvilgard devant le Conseil des Dieux, mais elle s'était à moitié rachetée en sauvant Excelsis. Peut-être aurait-elle été tout de même bannie sans l'intervention d'un mystérieux Duardin dont la présence fut souvent répétée lors des événements tumultueux qui secouèrent Chamon, qui révéla alors sa véritable identité. Grunni, le grand Démiurge. Le dieu forgeron des Duardins était revenu pour prêter main forte à Sigmar dans un moment critique, notamment en forgeant une nouvelle race d'éternels de l'orage, dont les âmes seraient assez fortes pour supporter la malédiction que les corruptions de Be'lakor leur avaient infligée. Bien loin d'Excelsis, les Orruk poursuivaient leurs ravages. À Kranios, ils découvrirent un avatar de Gorka Morka et affluèrent vers lui de toutes parts. Leur gros Swahag, le nom donné aux hordes de peau verte qui avaient mis leurs différends de côté, broya toutes les places fortes de Sigmar sur lesquelles ils parvinrent à mettre la main. Peu de gens s'en rendirent compte, mais ce furent les Cruel Boys qui profitèrent le plus de cette ère de guerre. Ils surgirent des marais embrumés par milliers, submergeant par leurs ruses les garnisons les plus déterminées. Avec une assurance toujours plus grande, ils pillèrent plusieurs avant-postes, laissant derrière eux des bâtiments silencieux et la puanteur des marécages. Le grand conclave d'Azir mit du temps à se rendre compte qu'avec les ravages de Kranios, une nouvelle période de guerre s'annonçait, l'ère de la bête. Sigmar, lui aussi, est conscient de la puissance colossale que deviendraient les peaux vertes s'ils venaient à s'unir derrière un chef unique. Il envoya ses éternels de l'orage, dont un grand nombre vêtus d'armures créées par Grunni, pour affronter les Orruk et chaque seigneur de guerre, ils pourront, avant que les peaux vertes n'atteignent une masse critique. En vérité, il est peut-être déjà trop tard. Cette époque est révolue. Elle tient son nom d'un avorton. Cette terre est fragile. Elle se fissure sous mes sabots. Les murs tremblent sous le joug de ma voix. J'éventre la terre de l'usurpateur sous mes pas. Par ma main, Gour est enfin libre, et de nouveau, champs de bataille m'attendent par-delà les portes. Les peaux vertes me suivent. Eux aussi méprisent les faibles. Eux aussi connaissent la vraie force. Votre grande cité, je l'ai piétinée et brisée. Où est votre dieu roi maintenant ? Citation de Kranios, le glas des empires au siège d'Excelsis.